Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, les amis, épisode 4 du Garden Talk. Ça fait très longtemps que on devait faire cette vidéo-là avec le frérot que vous voyez juste ici et je vais l'introduire directement. Évidemment, je suis avec le frérot David, le frérot French Premier League. Comment tu vas, mon ami? Ça va très très bien, frérot. Très content de faire partie de la série Garden Talk, la série qui a chamboulé YouTube à sa sortie, Ouais, clairement. Là, ça fait très plaisir. C'est vrai que depuis un moment, on devait se faire ça. Donc là, on s'est trouvé un petit créneau tranquillement et puis on va essayer de faire kiffer. Ouais, en plus, logiquement, si je fais bien mon travail, c'est la première vidéo de 2025. Donc, on vous souhaite une bonne année, un peu en avance, mais on vous souhaite quand même une bonne année. J'avoue, hein, pareil. Hein. Voilà, que 2025 soit votre année. Voilà, l'année où vous réussissez tous vos projets et où la santé, surtout la santé, est présente. Et ça, c'est le principal. Et aujourd'hui, du coup, ouais, pour qui? Ça dépend pour quelle équipe, parce que voilà. On sait jamais qu'un supporter de Tottenham il passe par là, il coupe le passage. J'ai perdu. Ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, là, j'ai 3 questions pour toi. Et à la fin, j'ai un petit jeu. Comme à chaque fois que tu viens, j'ai toujours un petit jeu et où je te pose une petite question difficile. Pour me divertir, moi, tu connais, hein. Je suis un enfant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on y va. 3 questions pour toi, plus un petit jeu à la fin. Voilà, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir. Et c'est peut-être un truc que je vais introduire aussi pour les prochains. Donc, t'es le premier. T'es le tout début, voilà. Ah, je suis cobaye en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Okay. Non, je dirais pas cobaye. Je dirais pas cobaye. Mais après, si la question est trop dure, au moins je peux m'adapter pour les prochains. En tout cas, voilà. On va démarrer avec la première question directement. On va pas perdre plus de temps. Et je vais te poser une question simple. Toi, t'es supporter de Chelsea depuis quoi, 2003, 2004, on est d'accord dans ces eaux-là? 2006, vraiment, vraiment assidu 2006. Mais t'as commencé à regarder un peu avant. Ouais, bah moi j'ai découvert Chelsea avec contre Monaco en 2003. Ok, bon. Bah du coup, je vais te poser une question simple. Quelles sont tes versions de Chelsea préférées depuis que tu as connu le club? Donc on va dire 2006, même si moi là vous allez voir dans la petite truc en bas il y aura écrit 2003-2004. En gros, depuis 2006, c'est quoi tes Chelsea préférés? Si tu veux me faire un top 3, un top 3. Un top 3. Franchement, déjà pour faire le... Waouh, c'est compliqué. En fait, je vais avoir 5 versions là qui me viennent tout de suite en tête. Et je vais faire un choix parce que j'ai la version Tourelle 2021, évidemment, avec Kanté Prime. J'ai la version Conte 2017, évidemment. J'ai la version vainqueur de Ligue des Champions avec Drogba, l'apothéose d'un groupe tellement légendaire qui n'a cessé de tomber et finalement d'atteindre l'objectif final. Magnifique. La version Ancelotti qui était incroyable en Angleterre. Et évidemment la version, on va dire, Mourinho, premier passage où c'était quand même... Bon là, c'est des souvenirs d'enfance. Mais ouais, c'était la Ligue des Champions qui passait sur TF1, c'était le 4-4 contre Liverpool, c'était les matchs contre le Barcelone qui étaient toujours incroyables. Ça, c'était des émotions aussi. Donc j'ai 5 versions là. Je dirais déjà, ma version avec Conte, elle est là parce que j'ai trop kiffé la version avec Conte. Piston et tout. Peut-être pas en 1, mais en tout cas, elle est dedans, elle est sélectionnée. Okay. Je vais prendre Tourelle aussi parce que Tourelle, l'affectif avec ce coach, je pense que j'ai plus kiffé Tourelle que Mourinho. Okay. Je parle juste d'affect, hein, dans le sens où moi, quand j'étais petit, Mourinho me stressait un peu. Il me stressait, tu sais, il était très arrogant. Et du coup, ça me stressait un peu. Je pense que si j'avais vécu Mourinho adulte, je pense que j'aurais kiffé parce que il en impose, tu vois. Mais l'enfant ou le préadolescent que j'étais trouvait un peu gênant le fait qu'il soit très très arrogant et beaucoup trop sûr de lui-même dans ses déclarations et tout. Et après, j'hésite entre la version qui a gagné avec des champions la première et la version Mourinho premier du nom qui était quand même super excitante. Non, je vais prendre bizarrement, hein, je vais pas dans mon top 3, il y aura pas la version Ligue des Champions 2012. OK. Parce que c'était une équipe de briscards qui a quand même joué bloc bas à mort et tout, c'était pas les plus beaux à avoir joué, même si contre Naples, c'était les émotions et tout. Mais je vais prendre le Chelsea de Mourinho premier du nom parce que les frappes des siens, ils ont ramené Shevchenko en 2007, il me semble. C'était à l'époque mon numéro 9 préféré, parce que moi je suis un grand fan du Milan aussi. Donc je kiffais trop Shevchenko, c'était un truc de ouf de le ramener à l'époque. Donc je vais prendre ces 3-là, ouais. Après, dans l'ordre, trop dur, frère. Et tu prends quelle saison de Mourinho au premier passage? 2006, sa deuxième saison. Ok, c'est la saison où il explose tout, on est d'accord. Alors la première saison, on est à 15 buts seulement encaissés en PL. Ouais, voilà. La deuxième, on encaisse que 21, il me semble, ou 22 en deuxième saison, ce qui reste tout à fait incroyable. Hein. On continue notre
comment dire, notre invincibilité à domicile, etc. En Ligue des Champions, on est incroyable. Ouais. Donc ouais, je vais prendre cette version-là. Ok. Bah, pour celle-là, du coup, t'as un peu embrayé sur ma question, mais du coup, pour les deux autres, avec Conte et Tuchel, enfin surtout Conte, parce que Tuchel t'as aussi un peu embrayé, mais pourquoi c'est ta version préférée, forcément? Ouais, bah rapidement, Conte, déjà la nouveauté. Et moi, ça que vu que j'étais pas trop suiveur enfin j'étais plus suiveur du championnat italien, où c'était là que tu retrouvais principalement les défenses à 3. Et ben je redécouvrais en fait cette défense à 3 avec Conte, et je suis tombé fan. En fait, ce système, c'est mon système préféré dans le foot. Et je l'ai découvert avec Conte et Chelsea. Enfin, je l'ai vraiment, il m'a vraiment imprégné à ce moment-là. Les pistons tellement efficaces, en plus on avait des profils hyper intéressants, et Victor Moses qui fait la saison de sa vie en tant que piston droit, Marcos Alonso qui est un piston gauche tout trouvé, la défense à 3 avec Aspi, David Luiz, etc. Non, mais c'était trop cette équipe, c'était trop, et puis surtout le front three, et j'ai envie de dire le front four, parce que même si bon il y avait de l'alternance, mais déjà Costa Hazard, ça c'était une constante, mais la rotation Pedro Willian, mais c'était les deux, en fait Jamais vu. d'un match à l'autre, tu savais pas qui était titulaire parce que les deux étaient incroyables. Les deux étaient tellement chauds. Pedro y jouait, but de fou, impact de fou. Willian joue pareil. Cette saison-là, c'était le poulet. En plus, on n'est pas premier tout le long comme avec Mourinho en 14-15, mais c'était vraiment incroyable quand même, on va pas se mentir. Non, parce qu'au début, Conte, au début c'est dur, ouais. Au début, Conte, il ose pas mettre sa défense à 3 dans un championnat qu'il ne connaît pas, etc. Il ose pas tout de suite. Et c'est suite à une défaite contre Arsenal où il change d'avis. Et on prend 3 ou Oui. C'est 11 victoires d'affilée, non, un truc comme ça? Ouais, je sais plus si c'est 11, mais je crois qu'il y a beaucoup de victoires d'affilée 11 juste ou après 13, un truc comme ça, ouais. Et bah, quand il passe sur son schéma, c'est là qu'on arrache tout, et ouais. Et Tuchel, c'est vraiment affect. Parce qu'après, au niveau du jeu, c'était pas la meilleure période, mais moi, Kanté, qui est un de mes top 3 joueurs préférés all time, était à son prime, pas blessé. Tuchel, c'était vraiment les émotions. Il y avait aussi le petit Lacobam qui avait émergé sous Lampard et qui a été performant comme Mount, comme Rhys James. Tout était rassemblé pour qu'un fan de Chelsea soit dans le bateau, quoi. Et puis les 6 premiers mois de Tuchel qui vont jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, en vrai de vrai, même au niveau du jeu, je trouve qu'on était quand même bien servi, on va pas se mentir. Non mais oui. Donc ok, bon bah c'est tout pour ma première question. Bah après tu vas pas me faire un petit top 3, choisir vite fait le top 3? Un classement? Ouais, parmi les 3 là. Je te jure, c'est trop dur. C'est trop dur, la vérité. Je dirais peut-être... Non, je sais pas. Tu mets premier au moins. Qui? Celui que tu mets tout en haut. C'est celui que tu mets premier. Mais je sais pas, en vrai, je te jure, la vérité, j'ai aucune idée. Là, je me suis dit vite fait, peut-être que je mettrais Tuchel en 3 parce qu'on était peut-être les moins forts. Ouais, mais émotionnellement, c'est tellement puissant que, en fait, peut-être pas. Il me faudrait une réflexion de 3000 ans où je change 40 fois d'avis, donc... Ok, bon. Tant pis, on n'aura pas le top 3 de French PL. Bon, moi, vous avez les 3 meilleures versions de Chelsea pour lui, depuis du coup 2006 et pas 2003-2004, mais voilà, ça va préparer. On va passer à la deuxième question. On va continuer dans les entraîneurs. De toute façon, c'est un peu un épisode spécial entraîneur, tu verras, même la troisième question. Mais la deuxième question, ça va concerner l'entraîneur actuel. Ton avis sur Enzo Maresca et sur cette première partie de saison avec Chelsea, que ce soit du coup en Première Ligue, en Carabao Cup et en Conference League, étant donné que la FA Cup, on l'a pas encore joué. Mais en tout cas, voilà, donne-moi un peu ton avis sur ce que t'en penses réellement. Je sais que t'en parles souvent sur ta chaîne, donc voilà, c'est ton moment. C'est ça, forcément obligé d'en parler de Maresca. Moi, j'étais pas pour sa venue à la base. J'avais d'autres candidats que je préférais. Et force est de constater que je me suis quand même un peu trompé dans le sens où le Boug est compétent quand même, dans le sens où il a quand même, il n'a pas pris le même cadavre qu'avait pris Poch avant lui. Donc, ça, c'est sûr. Sur ça, Poch, je l'ai toujours félicité parce qu'il a pris vraiment un cadavre, il en a fait quelque chose de vraiment potable dès le début. Maresca prend déjà la 4e meilleure équipe de PL sur l'année 2024. Du coup, quand il la prend, il n'y a que le trio, le podium qui avait pris plus de points que nous. Donc, on est bien déjà. On a enclenché ce nouveau processus, ce renouvellement d'effectifs et de mentalité, était déjà enclenché. Lui, il a porté sa patte. Par contre, clairement, c'est pas comme s'il avait pris la truc, il avait fait une continuité. Il l'a pris, mais il l'a quand même fait évoluer en bien globalement. J'ai des moins grosses réserves qu'avant. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des réserves sur Maresca, mais on a quand même enchaîné là des résultats ces dernières semaines qui étaient vraiment, vraiment encourageants. Notamment, moi, la victoire contre Villa, qui est statement pour moi. La victoire contre Tottenham aussi, qui est statement. Ça, c'est vraiment 2 victoires qui m'ont fait monter dans le bateau et dans le train Maresca. Alors que moi, j'avais des vraies réserves. J'en ai toujours un petit peu, mais depuis ces 2 victoires-là,
il m'a convaincu que, ok, le gars, c'est ce qu'il fait quand même. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a quand même des incohérences avec ses en fait, et je pense que la fanbase lui tombe pas dessus comme elle est tombée sur d'autres coachs avant lui. Même s'il parle bien et il dit pas de dinguerie en conférence de presse, en conférence de presse, il dit des choses que derrière, tu ne vois pas forcément en match et dans ses choix. Et c'est ça, moi, qui me perturbe un peu. Notamment, j'avais une vidéo où je parlais de Nkunku, etc., où on dit qu'il se contredit sur Nkunku, il dit que c'est pas un 9, après il dit que c'est un 9, après il dit qu'on peut pas jouer avec autant de joueurs offensifs, après il passe en 3-1-6, mais avec des profils un peu milieu plutôt que des profils offensifs. Donc, il s'est un peu contredit pour moi par rapport à tout ça. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'équipe A et B, mais il y a quand même une vraie scission avec les apparences des joueurs en Première Ligue et en Conference League, notamment un Guillou qui est très prometteur, mais on ne voit absolument pas en Première Ligue, même contre des petites équipes. Là, on tourne ça avant Ipswich. Peut-être qu'il aura. Peut-être ce soir. Hein. Ouais, peut-être que ce soir. Franchement, on espère. Ouais. On espère des minutes. Vous pourrez me dire en commentaire du coup si c'était le cas. Plutôt quand même agréablement surpris. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choix encore que je ne comprends pas. Et j'ai hâte de voir, en fait, les résultats diront. Si les résultats sont là, forcément, je pourrais que fermer ma bouche. Si les résultats ne sont pas là, je pourrais dire que, je l'ai vu venir, entre guillemets, parce qu'il y a certains choix que je comprenais pas. Et moi, en tant que, l'année dernière, c'est vrai que la constante, on a tous kiffé l'apport de Gusto offensivement. On a tous kiffé. Le fait qu'il est en train de tuer Gusto offensivement, ça fait pas plaisir. Le fait qu'on ait attendu Nkunku pendant 1 an et demi, et que maintenant qu'il est là, qu'il se blesse plus, il joue pas, forcément, ça crée de la frustration, et ça va carrément le pousser vers la sortie. Donc tout ça, voilà, je suis dans le train, mais je suis pas dans le wagon de tête quand même. Faut pas abuser. Ouais, non, franchement, je suis d'accord. Surtout pour Gusto, je pense que Gusto, c'est vraiment le point noir vraiment le plus culminant, quoi. C'est vraiment le premier point que tout le monde remarque finalement. C'est ce changement qu'a Gusto entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, quand je faisais les débriefs, Gusto, il avait jamais moins de 5,5-6 parce que sur une partie de la saison, là, sur la deuxième partie de saison avec Palmer, il enchaînait les matchs, les masterclass. Là, depuis le début de la saison, j'ai dû lui donner peut-être 2-3 fois plus que 6. Donc vraiment, c'est pour te dire la grosse différence. Il est très fort défensivement, défensivement, j'ai rien à dire. Voilà, mais offensivement, on le voit plus parce que forcément, il est dans le back free avec du coup en ce moment Tosin, Colwill, ou alors Fofana, Colwill quand il sera là. Mais forcément, offensivement, on le voit plus du tout. Par contre, c'est vrai que d'un autre point, Cucurella, on le voit beaucoup plus. Et c'est peut-être ça au final le truc, c'est que ça a penché de l'autre côté finalement avec Maresca et avec son système de jeu. C'est pas faux. Après, moi je reste convaincu que ça reste pas la meilleure solution, enfin le meilleur moyen d'utiliser Cucurella, mais ses qualités intrinsèques et son coffre fait qu'il apporte quand même. C'est-à-dire que en ce moment, Cucurella, tout ce qu'il entreprend, il le fait bien. Et ça, évidemment, ça aide énormément un coach dans son système. Quand tu as des joueurs qui sont performants, il n'y a rien de mieux, quoi. Mais je reste convaincu que c'est pas le système optimal. Voilà, on a de la chance. Et tu vois, les replis défensifs, on a la chance qu'à Cucurella, il sait faire les replis défensifs à toute vitesse. Il fait toujours ses replis défensifs avec des courses à haute intensité. Et ça aide à équilibrer le bloc. Mais en vérité, c'est un bloc qui est très équilibré, hein, parce que quand tu as ta défense à 3 et que tu n'as que Caicedo qui gère tes contre-attaques et que tout le reste est impliqué offensivement, heureusement que tu as Cucurella qui sait taper des grosses pointes parce que c'est pas Enzo qui les fait. Hein. Enzo fait les mêmes efforts, mais c'est pas le même résultat parce que déjà en deuxième mi-temps il les fait moins et puis il court moins vite, donc c'est pas pareil. Mais en ce moment je trouve que Cucurella est la glu qui permet au système de Maresca de bien fonctionner tellement il est incroyable. Mais c'est vrai que Gusto, on l'a vu à Lyon, on l'a vu à Chelsea. Hein, voilà, offensivement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que mais qu'est-ce que c'est fort. Et je pense que dans mon bilan de fin de saison l'année dernière, moi, il était top 5 des meilleurs joueurs de la saison. Et toi aussi, je pense. Moi, il était 5e, oui, 5e. Il me semble qu'il était 5e. Juste derrière Cucurella d'ailleurs. Ouais, 5e, il était Gusto. Donc, non, c'est dommage en vrai de vrai. Mais bon, après, si on peut lui trouver peut-être d'autres qualités, c'est vrai que défensivement, il n'y a rien à dire, je trouve que, à part peut-être 2-3 fois, là contre Fulham, il a eu du mal par exemple, surtout avec Robinson et c'était Iwobi, je crois, l'autre sur son côté. Il a eu beaucoup de mal, mais de manière générale, je trouve que défensivement, il se gère plutôt bien, même quand c'était contre Salah, quand il était latéral gauche, là contre Liverpool, là, même quand c'était contre Salah, ça allait. Donc franchement, c'est vrai que défensivement, on a peut-être rien à dire, mais c'est vrai qu'offensivement, on en attend un peu plus peut-être, mais forcément, il est bridé par le coach, et c'est un peu dommage. Juste, on va rapidement, avant de passer à la troisième question, parler d'un autre truc. La Conference League, on est premier de Conference League, bon, c'était assez logique, on le savait en réalité dès le début de saison. Je pense que même tu mets David comme coach, il finit premier de Conference League, parce que vraiment, le niveau en face était catastrophique. 6 matchs, 6 victoires, 26 buts marqués, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette compétition? Qu'est-ce que tu en as pensé en réalité des 6 matchs? Je suis en train de réfléchir à l'équipe qui nous a peut-être
le plus mis en difficulté. Certains disent certains disent que Heidenheim nous a donné une opposition correcte, mais pour moi pas plus que correcte en fait. Et le reste c'était vraiment faible. En vérité, cette compétition, franchement, si on la gagne pas, mais c'est le. Franchement, moi, je vais pas me relever. Je vais pas me relever. Je vais pas me relever si on la gagne pas. Parce que même je vois, en gros, ouais, ça va se jouer avec la Fiorentina, le Betis. Et le Betis. Ouais, ou t'as aussi Vitoria, truc. C'est les autres, mais faut arrêter. On va la gagner cette compétition et ce sera pas parce que Maresca a sorti une masterclass ou je sais pas quoi. C'est parce que l'effectif est beaucoup trop fort par rapport au reste. En plus, on fait tourner. C'est notre équipe B là-bas, quoi. C'est l'équipe B là-bas qu'on envoie et Guillou est top buteur de la compétition, quoi. À un moment donné, ça veut tout dire. Ouais, et du coup, si tu veux me donner un petit top 3 quand même dans l'équipe B, des joueurs qui t'ont peut-être un petit peu plus surpris, que t'attendais peut-être pas à ce niveau-là, et qui au final se sont peut-être un petit peu plus réveillés que prévu, quoi. Ou alors des petits jeunes qui sont montés que tu pensais pas et au final ils sont plutôt bons, voilà. Bah, je dirais quand même Guillou, Félix sont clairement dans l'équipe B les deux joueurs qui ont été le plus réguliers par rapport aux minutes qu'ils ont joué, je trouve. J'ai vraiment bien aimé Félix. Franchement, cette saison, je suis dans le train. Félix cette saison. Ouais. Guillou, pareil. Tout le monde. Et c'est rare que notre fanbase soit unanime sur un sujet, hein, mais tout le monde a des bonnes impressions par rapport à Guillou. Donc ça, c'est hyper encourageant. Il a que 18 ans, le bouc. Parce que on est dans une génération où, à une époque surtout, où on banalise le fait que les joueurs soient bons tôt, la précocité, etc. C'est pas normal d'être performant au haut niveau à 18 ans. C'est pas quelque chose de normal. Donc vraiment, c'est incroyable ce qu'il nous fait notre ami Guillou. Et peut-être que, par rapport à tous les petits jeunes de la Cobham qui ont pu avoir des minutes, c'est vrai que j'ai senti que Tyreek George montait en puissance. J'ai senti que Achimpong montait en puissance aussi. Ouais. Donc sur la deuxième partie de saison, potentiellement, j'ai hâte de les voir aussi. Surtout si Mudryk est suspendu, je pense qu'on verra encore plus de Tyreek George. Ouais. Donc franchement, ça c'est hyper excitant en tout cas par rapport à ça. Ouais, Achimpong, j'ai bien aimé aussi. Il a joué 2 matchs au final, Achimpong, les 2 derniers, contre Astana et Shamrock Rovers. Donc au final, il a été plutôt bon. Donc on espère que c'est bon. Ça c'est 2029 sur contrat. Donc là c'est bon, c'est terminé. L'histoire est close enfin et on va pouvoir le voir. Donc voilà, on va se calmer sur Chelsea. On va parler d'un autre truc. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette écriture de vidéo, je me suis dit faut que je parle de ça à un moment et on va en parler. Début d'année, on a eu une compétition à côté de la Première Ligue, on est d'accord? Est-ce que tu sais de quoi je veux parler en début d'année? En début d'année, on a eu. Ouais, il y a eu une autre compétition en dehors de tout ça, en dehors de Chelsea. Ouais, tu me perds là. En début d'année 2024. Oui, janvier-février 2024. Le mercato, non. C'était une compétition. Compétition? Je suis bourré ou quoi? Je sais pas du coup de quoi tu parles. Ouais, tu peux lire la petite barre. Ah ouais. Non, mais je suis un fou moi. Ok, d'accord. Tu sais, je commence à passer en dehors du foot et tout. Non, quand même pas. Troisième question, ça va être sur la Coupe d'Afrique. Forcément, c'était en début d'année. T'es ivoirien. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN, donc forcément, on va en parler parce que on sait ce qui s'est passé pendant la CAN et le scénario complètement fou. Donc moi, je vais juste te demander déjà ton avis en tant que ivoirien. Comment est-ce que tu as ressenti cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que tu as dû regarder tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Donc j'en ai raté un, je crois. Le petit passage de Jean-Louis Gasset catastrophique à Emers Faé finalement grandiose. Ah là. Non, c'est vrai que cette CAN était forte en émotion. Dégoûté de pas être sur place. Forcément, c'était en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, mais on a quand même suivi ça de près. Et la phase de groupe, on va pas se mentir, hein, j'étais complètement éteint. Je voyais nos matchs, on était nuls. À part le premier match, je crois, où on a un résultat. Le premier match, je veux gagner. Ouais, c'est ça. Et bon, on a gagné, on a gagné. Mais après, les prestations étaient pauvres. C'était pauvre. Donc, c'était pas forcément encourageant. Quand on prend 4-0, je crois, c'est ça? Ouais, par la Guinée équatoriale, 4-0. Quand on prend le 4-0, je te cache pas que, en fait, tu peux perdre des matchs, mais chez toi, comme ça, prendre 4 buts, non, c'était trop, en fait. Et on a eu de la chance, encore une fois, on remercie encore une fois nos amis marocains. Clairement, les Marocains nous ont sauvés. C'est vrai. Et sans les Marocains, on n'est pas là, frère. On n'est pas là. Donc, merci aux Marocains, peuple ami, évidemment. Et après, on est monté en puissance. C'est rare de voir un coach virer en plein milieu de compétition comme ça, mais ça montre aussi toute la pression qu'il y avait. Et le 4-0, c'était trop. Et le fait qu'on soit sauvé pas par nous-mêmes, mais par une autre équipe, voilà, c'était trop. Et la fédération ivoirienne a senti que Emers Faé pouvait donner cette puissance, cette force au groupe pour pouvoir aller au bout. Et ils ont eu raison, incroyable.
Donc, non, bravo au groupe déjà qui a très bien joué aussi. Un groupe qui est jeune, qui est encourageant. Adingra qui a pas surfé sur sa canne. Malheureusement, ouais. Avec Brighton, il a énormément de concurrence sur les ailes. Ça a ramené Minté, Grouda. C'est un truc de fou, hein. Brighton, il y a déjà Mitoma aussi qui est là. Il y a déjà Mitoma qui a une blessure. Donc, peut-être faudrait même qu'il bouge parce que il mérite. On a vu qu'il a un potentiel de zinzin. Peut-être même faire un passage en Ligue 1 pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ça, je le vois bien à Marseille là, même si on a des ailiers. Mais en tout cas, ouais, Adingra et d'autres, bravo à ce groupe à l'heure qui était à l'heure, hein, qui était à l'heure pour cette compétition. À l'heure, il était blessé avant la compète. Il s'est blessé après la compète, mais entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il jouait sur une jambe. Il jouait sur une jambe, je pense. Ouais, c'est clair. Ça, c'est l'histoire. Quand les mecs sont là, c'est comme Drogba. Des fois, il pouvait être blessé, il revenait pour une finale, il marquait son but en finale. Hein, ça, il n'y avait pas de souci. Donc, non, ça, c'était aussi. Des fois, il pouvait être mal performant en première ligue, mais quand il y avait des matchs de coupe et tout à gagner, il était toujours performant. Donc, ça, c'est dans les 100 ivoiriens, ça. Des numéros 9. Donc, ça, on valide. Mais ouais, en tout cas, je suis assez aussi optimiste pour la prochaine CAN. Moi, j'ai pas suivi. Toi, t'es marocain, donc tu vas me dire la date, c'est quand, l'année, le mois, c'est quand? Alors, déjà, à la base, ça devait être du coup en été, été 2025. C'est ça. Sauf que finalement, c'est repoussé parce que je pense il y a des stades qui sont pas encore totalement prêts, plus aussi la Coupe du Monde des clubs et la chaleur en été, sûrement. Ouais, du coup, c'est décalé à décembre 2025. Donc, en tant que fan de Chelsea, ça va peut-être un peu être relou, notamment du point de vue du mois de décembre. On sait que c'est un mois très compliqué avec Boxing Day, tout ça. Tu vas nous enlever Jackson, forcément, qui va probablement, après, on sait pas encore, mais probablement là à la CAN. Et j'ai pas les autres joueurs qui vont à la CAN. Il y a qui d'autre? Alors, qui on a qui va à la CAN là? On a Jackson, on a. Je crois qu'il y en avait deux, non? J'ai peut-être un souvenir qu'il y en avait deux. Ça va en fait. Mais ça va nous. Ouais, j'avoue. Je crois qu'il y a personne d'autre. Attends. Vous me direz en train de réfléchir là, mais. Là, je crois qu'il n'y a personne d'autre comme africain à part Jackson. Ouais, de ouf en fait. Bah oui. Ouais, à chaque fois, c'est le seul qui part en sélection en Afrique, Jackson. Ouais, c'est bon, il n'y a que lui. Ouais, il n'y a que lui. Donc, à moins que, je sais pas, un Achimpong, il choisisse le Nigeria plutôt que l'Angleterre et qu'il soit à la CAN, mais ouais, à part ça, voilà. Donc ouais, t'es optimiste pour la CAN d'après, parce que t'as embrayé totalement ma question, donc c'est ça. Tu penses que back-to-back? Alors back-to-back, c'est une grande... on verra, parce que le Maroc aussi qui est chez eux... En fait, en Afrique, c'est ça. Hein. Après, je dis pas que c'est une corruption, mais généralement, tu connais les équipes, les grandes nations qui jouent chez elles, généralement prennent le délire. Mais en tout cas, on est sur une bonne génération, et c'est ça le principal. On est sur une bonne génération. Après, je dis ça, mais avec la Côte d'Ivoire, ça va rien dire, parce que la génération dorée a rien gagné, et c'est quand Drogba est parti que... Bon, après, il y avait encore Yaya Touré, etc., mais... ouais, à voir. En tout cas, ouais, je suis confiant, parce que je trouve qu'on a un groupe jeune, en fait. On a un groupe jeune. Vous avez un groupe jeune, mais vous avez aussi des vieux briscards qui font plaisir, genre Jean-Michel Seri, le mec qui sort de nulle part, on l'avait totalement oublié, et il sort la canne de sa vie, quoi. Caissier, sa canne magnifique, j'ai adoré sa canne à Caissier. Donc ouais, non, je suis plutôt optimiste. Ouais, clairement. Donc non, on soutient les éléphants à fond. Et puis, si on peut avoir une finale Côte d'Ivoire-Maroc, s'il vous plaît, pour l'histoire. Exceptionnel, pour le content. Je demande que ça. Moi, je demande que ça. Tu sais, une finale où t'embrasses ton vainqueur. Bien joué. C'est très franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. En plus, on sait qu'il y a une petite connexion, donc forcément, c'est magnifique. En tout cas, voilà, merci pour ces 3 questions. On va passer au jeu, mais déjà, je te remercie d'être venu. Parce que je te l'ai demandé, je t'avais demandé avant-hier, peut-être? Non, je t'ai demandé la semaine dernière, en fait. Mais juste que dimanche, on pouvait pas, finalement, du coup, on a redécalé au dimanche. Il y a 1 heure, j'aurais été là, gros, t'inquiète. Merci, ça fait plaisir. Donc, voilà, on passe au jeu. Donc j'ai une question pour toi qui va concerner Chelsea, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de trucs bizarres. Sur les appuis. Donc du coup, on va parler de Chelsea et du coup le rachat de Abramovich 2003-2004, c'était, bon, je vais pas compter cette demi-saison, mais c'était à 20 saisons. Donc du coup sur les 20 dernières saisons, depuis que Abramovich a repris les rênes du club finalement, combien de fois est-ce que Chelsea est allé sur le podium de la Première Ligue? Premier, deuxième ou troisième? Alors... Sur les 20 dernières années. 10? C'est bouillant, frère. Moi j'ai 10 là, personnellement. J'ai noté 10, peut-être que j'en ai oublié. 9 sûr. En fait, 9 sûr, et le 10e, en fait, j'ai un petit flou dans la période. Non, 10. Ah, t'es bouillant. Aussi rapidement comme ça, moi je pensais que ça allait te prendre un peu de temps et tout, mais... Tu sais, moi, les chiffres, les classements, trucs... Tu peux me dire les saisons ou pas? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2011 ou 12, 2013, 2015, enfin non, 2014, enfin 2014-2015, Oui, oui. 2017 et avec Tourelle quand il reprend un truc, on finit troisième. Bien joué. Bien joué. Non, franchement, Il y a un trou les hein, honneurs quand même entre d'applaudissements. 2017 et Ouais. Tourelle, il y a eu un trou de 4 ans là, Ouais, c'était dur. Mais... ouais. Bah, après, on terminait souvent quatrième ou cinquième dans cette Bah, période. Lampard a fait quatrième, Sarri fait quatrième aussi, je crois, de souvenir. Non, Sarri fait troisième, non? C'est une bonne Attends, question. parce que du coup, je l'ai pas noté, mais je crois que Sarri fait troisième en fait. Parce que même moi, je l'ai fait de tête en fait. Hein, je te mens pas, je suis pas allé vérifier. Ah oui, ah bah les gars, on va Voilà. vérifier parce que souvent on dit des grosses dingueries. Parce que je crois que Souvent, on dit des dingueries. Sarri fait troisième, non? Le premier, le deuxième, super loin, et juste derrière, c'est Chelsea. Alors 2017-2018 non, 2018-2019. D'ailleurs, je me doute, J'en ai c'est pas oublié la saison un, où genre on a fait 11. City, Liverpool font genre 99, 98 points, et nous on est genre à 70, un truc comme ça. Exactement, c'est 11. C'est 11 fois. Ok, C'est 11 ouais, non, je fois. l'avais pas noté celle-là. C'est Ouais, exactement non, c'est ça. très fort. C'est très C'est fort ça, cette c'est saison-là 11 aussi, fois. j'avais oublié. Bon, en tout cas, ouais, bon, on est à 29 minutes. J'avais dit 30-35 minutes, franchement, je suis totalement dans les clous. On est bien. Ouais. Et franchement, la question était pas mal. Était vraiment bien la question. Ouais, au niveau difficulté, je pense que c'est pas mal, mais bon, toi, tu l'as speedrun de fou. En 5 secondes, c'est arrivé dans ton crâne. Donc, T'en as d'autres ou pas là? T'en as d'autres ou pas? là, j'en ai pas d'autres, mais attends, je peux te trouver ça en gif, on va essayer de chercher. Ouais. Parce qu'en fait, il faudrait que moi-même j'ai la réponse à la question déjà. Enfin, c'est bien de te poser une question, mais si j'ai pas moi-même la réponse. Mais ouais, en tout cas, mais après, c'est pas grave, mais juste pour revenir, c'est vrai que ça revient un peu sur les réseaux en ce moment, mais cette période 2005-2010 où on fait des chassés croisés avec United, c'était vraiment le summum, quoi. C'était incroyable. Ils étaient premiers, ils étaient deuxièmes, vice versa. Que des légendes dans les deux équipes. C'était vraiment, mais quand tu découvres la première ligue, en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. Mais de fou. Quand moi, tu vois, à l'époque, j'avais 10, 11, 12, 13 ans, etc. Quand tu découvres la première ligue avec ça, tu peux que tomber amoureux, en fait. Tu peux que tomber amoureux. C'était magique. C'était vraiment magique. Moi, mon oncle était fan de Manchester United, donc forcément, je regardais les matchs de Manchester United avec lui. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à connaître Chelsea, finalement, tu vois, parce qu'à chaque fois, les seuls matchs où United, ils galéraient vraiment, c'était contre Chelsea, au final. Donc, les matchs les plus importants et les plus intéressants, c'était ça. Donc, vraiment, moi, cette période-là, je l'ai encore dans ma tête. C'est vraiment une grosse période. Et c'est vrai que ces derniers temps, on mange pas très bien, on va pas se mentir. Ces dernières saisons, on n'a pas très bien mangé. Mais bon, avec Maresca, là, ça semble quand même plutôt bien reparti. Donc peut-être, pourquoi pas, on peut espérer. C'est tout ce qu'on espère, en tout cas, qu'il fasse des podiums, voire mieux, et voilà. C'est clair. Et comme j'avais dit sur les réseaux, j'ai fait un visuel où je parlais de la transition. En fait, avec du recul, 2 ans pour se reconstruire. Après, c'était le but du board. Hein. Je pense qu'ils ont investi beaucoup d'argent parce que justement, ils voulaient pas faire une transition, une reconstruction sur plusieurs années comme l'ont fait Arsenal ou United, etc. Ouais. On a mis le paquet en 2 ans pour se relever le plus vite possible. Et 2 ans, quand tu vois qu'on a changé tout l'effectif et tout le club a changé en 2 ans et qu'aujourd'hui on est de nouveau compétitif, c'est quand même à saluer. C'est quand même à saluer. Donc, même si on a mal mangé sur ces 2 dernières années, avec le recul, on se dira que wow, on a quand même reboot le club en 2 ans et voilà, ouais. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal sur ce point-là. En tout cas, voilà, on arrive au bout de ce Garden Talk. Encore une fois, je souhaite à tous une agréable année, parce que voilà, logiquement, c'est la première vidéo de l'année. Et voilà, on se retrouve, je sais pas quand. Je pourrais pas vous dire. Je sais pas quand la vidéo sera exactement. Peut-être sûrement avant le match contre Palace. Je crois qu'on joue le Palace peut-être le 4 ou le 5 janvier, un truc comme ça. Donc je pense que ça sort peut-être le 1 ou le 2, logiquement. Et donc on se retrouve pour le débrief du match contre Palace. Mais en tout cas, voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer d'agréables journées, soirées. C'était Bilal et David sur Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous. Ciao.